J'avais 6-7 ans, puis je faisais de la mécanique de toutes sortes d'affaires. Les mononcles, les matantes, ils amenaient des vieux malaxeurs, des vieilles affaires, je démanchais ça en morceaux. Mais je voulais faire de la mécanique, mais je voulais pas faire de la mécanique simple. Fait que là, à un moment donné, j'ai trouvé ça, c'est ça que les livres de l'orienteur qui avaient des cours d'aviation de disponibles. Puis c'était de la mécanique d'avion. Quand j'ai commencé dans l'aviation, j'ai commencé à l'aéroport de Québec. Je commençais à travailler pour une école de pilotage. Après ça, j'ai commencé dans une autre compagnie. Puis là, on travaillait des avions plus commerciaux, là, des avions bimoteurs à turbine. J'aimais mieux le moteur à piston, puis j'aimais mieux la petite aviation. À un moment donné, j'ai dit non, je vais partir à mon compte. Dès que j'ai parti, ça a commencé à marcher. Puis ça a marché super bien, mais je n'avais pas de garage à Québec. On a décidé de s'en venir à Saint-Georges. On estimait à peu près notre clientèle à, je ne sais pas, 70 avions peut-être que je faisais par année. Ça prenait des employés, fait qu'on engageait un gars, puis un deuxième gars. Puis là, on garde ça à 3, puis on dit non plus souvent. Là. On garde ça à 3, puis c'est 3 à l'année. J'avais toujours, dans ma jeunesse, trippé moto. On allait sur des pistes de course en moto, moi puis mes amis. Puis dans ma gang de chums, il y en a un, lui, qui a décidé qu'il faisait de la course plus sérieusement. Pendant un hiver, il s'en allait en Floride pour faire des courses sur la terre battue, avec des motos de terre battue. Puis j'ai dit, hey François, j'ai dit, j'aimerais ça, moi, aller avec toi en Floride. Puis il dit, oui, oui, pas de problème, on fait ça. Fait qu'on est descendu en Floride, puis pendant qu'on est arrivé là-bas, la terre battue, ça marche quand c'est sec, ça marche pas quand c'est très humide. Puis il y a plu 3 jours. Fait que pendant ces 3 journées de pluie-là, moi, j'ai décidé, je vais aller à Sainte-Augustine, à l'aéroport. J'ai une gang de chums qu'eux autres, il y en a un de la gang qui venait de la même école que moi, au cégep à Saint-Édouard-Montpetit. Lui, il a fait l'armée, puis il a fait pilote dans les snowbirds. Puis quand les snowbirds, ça dure 2 ans, les pilotes, ils ne restent pas plus que 2 ans. Il a dit, moi, je vais me faire une équipe d'avions d'acrobatie. Puis il s'est acheté des avions qu'il appelait des Extra 300. C'était des avions allemandes, puis ça faisait de la voltige. Puis pendant l'hiver, il était basé en Floride pour faire toute la maintenance, puis tout le kit. Quand j'arrivais là-bas, les gars travaillaient après les avions, eux autres mêmes. Puis c'était pas des mécaniciens, c'était des pilotes. Puis là, j'ai dit, cet été, quand vous allez faire des spectacles, si vous n'êtes pas loin de Québec, j'aimerais ça y aller. Fait que finalement, j'ai fait Bagotville, j'ai fait Montréal, j'ai fait Brunswick dans le Maine. Puis là, j'ai dit, les gars, j'aime trop ça. Je peux-tu embarquer avec vous autres à temps plein? Fait que j'ai parti, puis finalement, j'ai fait 4 ans avec eux autres. Puis pendant ces 4 ans-là, ben, on est allé au Salvador, on est allé au Mexique, on a fait les États-Unis en X, en Y, en Z, de tous les côtés. On a fait le Canada au complet. On est même allé outre-mer, on est allé jusqu'en Chine. On est allé en Thaïlande. La première trip qu'on a faite outre-mer, c'était en Thaïlande. On a amené nos avions en Californie, à Los Angeles. On les a démontés en morceaux, on enlevait les ailes, on enlevait la queue. Puis on embarquait dans un 747 cargo. Il rouvrait le nez du 747 en l'air, là, puis on rentrait avec des palettes en aluminium, des grosses palettes d'aluminium. On rentrait sur des rails, on rentrait ça là. Je rentrais avec eux autres dans le 747, on attachait tout ça comme il faut. Puis rendu là-bas, on les a démontés, on les a transportés par camion sur un aéroport, on les a tous réassemblés. Puis on a fait les spectacles là-bas. Puis pendant qu'on était là-bas, le spectacle n'a pas été aussi bien qu'il était. C'était un gros trade show pour des choses militaires, les tanks, les camions, des armements, toutes sortes de choses militaires. Puis le spectacle qu'eux autres prévoyaient faire, il n'a pas levé autant qu'il était supposé. Ils ont manqué d'argent pour nous retourner. Fait que là, on s'est ramassé à l'aéroport de Bangkok, international, l'aéroport international. Puis on a mis nos avions dans un hangar, on les a tous démontés, prêts à partir. Mais là, on ne partait pas. Ils nous disaient qu'il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Puis là, finalement, c'était pas vrai. Il manquait d'argent pour nous retourner. Fait qu'on a loué des containers, on a rentré les containers sur l'aéroport. Puis là, le propriétaire du gros hangar où on était, il a dit moi, il faut vous payer chaque jour, ça coûte tant par jour. Il faut que ça soit payé avant que les avions sortent de la porte, sinon je ne rouvre pas la porte. Fait qu'on était comme pris en otage. Ça a pris 2 semaines avant qu'on trouve l'argent pour réussir à sortir de là. On est sorti de là. On est reparti de là avec des containers. On a les avions embarqués dans des containers sur un bateau. J'ai attendu jusqu'à la dernière minute que le dernier container embarque sur le bateau avant que moi je parte de la Thaïlande. Puis mon visa était fini. J'ai arrivé à l'aéroport, puis on a été comme pris de côté parce que tu n'as pas le droit d'être là sans visa. Le général, il nous avait donné sa carte. Il nous a dit, si vous vous mettez dans le trouble n'importe où, appelez-moi. Puis on était 2 gars que notre visa était passé date.
d'une journée, par exemple. Puis, quand on est arrivé au douanier, on a dit au douanier, écoute, on aimerait ça appeler ce monsieur-là, voir s'il ne peut pas faire quelque chose. Tu sais, c'est lui qui nous a invités. Puis c'est à cause de lui qu'on n'est pas parti. Fait que, on a appelé le monsieur, puis il nous a dit, prête-moi le gars qui est en avant de toi. Puis il a prêté le téléphone, puis là, ça parlait juste en thaïlandais. Puis ils nous ont pris tous les deux par la main, puis ils nous ont emmenés en arrière, dans un petit corridor, ils nous ont fait monter dans un ascenseur. Là, j'ai dit, ça y est, on s'en va en prison. Finalement, on est arrivé en haut, gros salon VIP, la boisson, des desserts, de la bouffe. C'était un gros salon VIP, on était VIP. Ils n'ont jamais rechecké nos passeports, rien. On a embarqué dans le 747, puis on est reparti. On est revenu aux États-Unis. Puis 2 ans plus tard, notre chef, il dit, on est invité à aller en Chine. Personne ne voulait y aller. Finalement, on est allé en Chine, mais on s'est fait payer d'avance cette fois-là. On a embarqué dans un 747 cargo, la même affaire en Californie, la même chose. On a embarqué le 747 cargo, mis nos avions, puis là, on est revenu en 747 cargo parce que c'était tout réglé d'avance. Ça a été des belles expériences. On a fait le Salvador. Le Salvador, on y allait au Salvador par nos propres moyens. C'était des avions monomoteurs, un moteur à piston. Puis on atterrissait à Key West, en Floride. Puis de Key West, on volait jusqu'à Cancun, au-dessus du golfe du Mexique. On traversait le golfe au complet. La météo, moteur à piston, un moteur. On n'était pas gros dans nos culottes. On avait des radeaux de sauvetage, on avait des vestes de sauvetage sur le dos. Puis il n'est jamais rien arrivé. On l'a fait 4 fois. On a traversé 4 fois aller jusqu'au Salvador. Puis le plus dangereux de ça, c'était probablement même pas l'eau. C'était après Cancun, on volait au-dessus du Guatemala, puis on s'en allait jusqu'au Salvador. Puis ça, c'était la jungle totale, là. Si on aurait eu un problème là, on aurait été vraiment dans la misère, là. Puis je contais des anecdotes à ma blonde, puis des fois, elle disait, voyons, ça se peut pas. Il en met. Puis à force de rencontrer les gens de l'équipe plus tard, là, elle dit, ben, c'est vrai, tabarouette, puis il y a des photos, il y a des ci, il y a des ça. Avec cette gang-là, avec les Northern Lights, bien, je faisais un peu d'expérience TV parce qu'on était souvent demandé à tous les spectacles aériens qu'on faisait, il fallait mettre des caméras sur les avions pour faire les premières pages de journal, il fallait faire la télévision pour promouvoir le spectacle aérien, puis tout le kit. On était demandé pour aller faire des films IMAX, puis ils voulaient faire un film avec des avions d'acrobatie. Il y avait une histoire à travers ça, puis ça s'est terminé avec une autre équipe, mais on a commencé à faire des tournages pour tester les caméras. Puis on a modifié une de nos avions, on a installé une grosse caméra IMAX dans le siège d'en avant. On avait fait un support en métal, on avait installé la caméra là, caméra qui devait peser peut-être 150 à 200 livres, c'était immense. Le pilote, il pilotait en arrière de la caméra, puis la caméra était tellement grosse qu'il ne pouvait pas voir en avant quasiment. Les autres, ils voulaient faire des tournages dans le Grand Canyon. Fait qu'il fallait voler très, très près de la paroi, c'était hyper dangereux. Puis on a fait des bons bouts de films qui ont utilisé dans le vrai film. C'est eux autres qui ont fini le film là, avec les tournages. Ça s'est tourné à l'aéroport de Québec pour les hangars. Il y avait tout maquillé les garages, comme si c'était des garages dans le désert des années 50 à peu près. Puis là, il y avait un peu une histoire à la Top Gun, là, le jeune, puis le jeune pilote fou là, qui prend l'avion, puis qui n'était pas supposé la prendre, puis il se sauve avec l'avion, puis il y avait une blonde là-dedans. Puis on fait un beau film, puis ça a passé à IMAX à Québec. Mais une grosse partie du début du film, là, c'était nous autres qui avions fait ça, là, avec nos caméras montées artisanales pas mal, là. On s'est fait peur une fois, moi et le leader des Northern Lights, on était tous les deux dans le même avion. C'est pas mal la seule fois que je me suis fait vraiment peur, là. Puis quand c'est arrivé, on s'est regardés tous les deux, on n'a pas dit un mot, on a attendu d'aller atterrir. Puis quand on a atterri, il est venu me voir, puis il dit là, on a fait une vraie connerie, hein? Il dit oui. Il dit, on ne fera plus ça jamais. On est allé on allait voir un commanditaire, puis on était sur un aéroport, puis quand on est parti de l'aéroport, le commanditaire, lui, est allé embarquer dans son auto, dans un stationnement qui était comme à côté de l'aéroport, puis on a voulu y faire un spectacle. Puis on s'est enligné pour aller faire une passe au-dessus de son auto, dans le stationnement, mais on n'avait pas vu, il y avait une tour de communication qui était très, très proche, on ne l'a pas vu, ni un ni l'autre. Puis on n'en a pas parlé avant, on n'avait pas parlé de ça au sol avant, c'était la plus grosse erreur qu'on peut faire. Si on veut faire des passes, ça arrive souvent les accidents durant des passes. Les gars vont voir un chum à un chalet, ils disent « Je veux faire une passe en bas au chalet pour impressionner ». C'est là qu'arrivent des accidents. Il faut que ça soit planifié d'avance.
Nous autres, on fait beaucoup de vols en formation, la gang ici. On planifie ça d'avance, on brief, on dit ce qu'on va faire. C'est ce qu'on aurait dû faire. On aurait dû regarder le terrain, on aurait dû regarder où c'est qu'on s'en va, quelle passe qu'on va faire, en parler. Puis on ne l'a pas fait. On a fait la passe. On a passé peut-être à 30 pieds à côté de la tour de communication. Puis quand on l'a vu toutes les deux, si on était vis-à-vis de la tour, on n'aurait pas eu le temps de faire rien. On allait trop vite. On allait au-dessus de 250 000 à l'heure. Puis on a eu vraiment peur. Vraiment peur. Puis moi, j'ai les cheveux blancs. Puis à 30 ans, j'avais une touffe blanche ici. Puis le monde, ils disent « Ah, ben tes cheveux blancs, des fois, c'est un choc que tu as eu. » Et moi, je disais « Ma touffe blanche, c'est la tour. » C'était en Illinois que c'est arrivé. Rockford, Illinois. Puis je m'en souviens comme si c'était hier. Les deux, on s'est regardés, on s'est dit « Pas un mot. » On a attendu d'être rendu au sol. Puis rendu au sol, on a dit « C'est une vraie connerie. » On a atterri au Salvador une fois parce qu'on était un peu tard à cause de la météo. Puis ils ont allumé les lumières de piste. Il y avait à peu près une lumière de piste qui marchait sur deux parce que tu n'as pas le droit de voler de nuit au Salvador. Mais les autres, ils nous attendaient. Quand on a atterri, on était sur la Brunante assez tard. On a atterri. Puis il y a des gens de l'organisation du spectacle aérien qui nous ont dit « Tu sais quand les dernières fois que les lumières ont allumé ici? » C'est quand le pape était allé en 1987, puis on devait être en 98 ou en 99. Okay, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de vol de nuit. Là-bas, on faisait toutes sortes de choses. C'était des affaires de fous. On a volé en formation à côté d'un Boeing 767. Le gars qui organisait le spectacle aérien, c'est lui qui a passé à la TV dans « Faut le voir pour le croire ». Il n'y a rien qu'un œil, puis il a atterri en Nouvelle-Orléans avec un 737, les deux moteurs arrêtés parce qu'il avait passé dans un orage. Lui était un des organisateurs du spectacle, puis il revenait de Houston avec un 767, puis nous autres, on pratiquait avec l'équipe de l'armée là-bas, qui avait des A-37. Ça ressemble beaucoup à l'avion des Snowbird. C'est un petit jet, là. On faisait des pratiques de vol en formation avec eux autres pour faire une passe à 11 avions pour le spectacle. Là. Nous autres, on en avait 5, eux autres, on en avait 6. Puis on pratiquait avec eux autres. Puis là, lui, il s'en venait avec son Boeing 777, puis il nous a appelés. Fait qu'on est allé, on est 5 avions à côté du Boeing 777, puis il y avait des passagers dans l'avion. Là. Puis là, il dit « Vous allez me suivre, vous allez me suivre. » On est allé à San Salvador International, puis on a fait l'approche pour l'atterrissage. Lui a atterri, puis nous autres, on n'avait pas le droit d'atterrir là. Nous autres, on a refait comme un go-around. On est reparti à voler, puis on est allé réatterrir à... Ça s'appelait Ilopango, la petite aéroport où on atterrissait. Nous autres, il y avait 2 pistes. Puis on allait atterrir à Ilopango. On a fait les vols en formation justement au-dessus du cratère. Il y a un volcan là-bas. Là. Au-dessus du volcan, on faisait des vols avec les 6 A-37 de l'armée salvadorienne. Là. On a fait des vols. On a fait toutes sortes de choses de fous de même. Là. Puis je comptais ça à mes chums. Ils disaient « T'es donc bien chanceux, t'es donc bien chanceux. » Mais finalement, à un moment donné, ça prend une fin parce que j'étais chanceux, je faisais tout ça, mais je faisais pas de bateau, je n'avais pas de blonde. Fait qu'à un moment donné, la raison dit, bon, ben là, il faut que tu arrêtes à un moment donné. Fait qu'à début 99, j'ai dit, là, il faut que ça finisse. Puis j'ai arrêté au mois de mai 99. Puis c'est ça, j'ai reparti à mon compte là, en 2008.